Ils n'ont pas demandé, ils ont simplement décidé. Et comme toujours, on attendait de moi que je hoche la tête, que je souris, et que je fasse tout fonctionner. Je m'appelle Rachel Connors. J'ai 28 ans, je suis comptable senior dans un cabinet dont personne hors du milieu de la finance n'a jamais entendu parler. Je mène une vie tranquille dans un immeuble tranquille, sans drame, sans dégâts. J'ai construit tout ce que j'ai à partir de rien, mon diplôme, mon emploi, ma cote de crédit, même ma table de cuisine. Aucun passe-droit. Aucun raccourci. Mais si vous demandiez à ma famille, ils diraient probablement que je suis la froide. Pas parce que j'ai crié, ou claqué la porte, ou fait quoi que ce soit de cruel, juste parce que j'ai arrêté de réparer leurs dégâts. Vous voyez, j'ai une sœur aînée, Erin. 2 ans de plus que moi, mais toujours 5 pas derrière. Erin a cette capacité de transformer chaque échec en tragédie et de faire porter la responsabilité aux autres. Perdu un autre emploi? Le patron était toxique. Expulsé d'un autre appartement? Les colocataires étaient jaloux. Une autre facture impayée? Elle fait de son mieux. Et mes parents, Carole et Frank? Ils ne remettent jamais rien en question. Ils s'adaptent, réarrangent. Et s'ils ne peuvent pas réparer eux-mêmes, ils se tournent vers moi. Tu es stable, Rachel. Tu as de la chance. Tu peux aider. Cette phrase m'a poursuivie pendant des années. Aider pour la voiture. Aider pour le loyer. Aider pour la caution. Toujours aider. Et quand je disais non, ces rares fois où j'osais refuser, ils agissaient comme si c'était moi qui brûlais les ponts. J'ai compris très tôt, ma valeur ne résidait pas dans l'amour qu'on me portait. Elle résidait dans mon utilité. Mais l'utilité a ses limites. Et ils allaient bientôt découvrir les miennes. Le dîner du dimanche avait un rythme immuable chez nous. Même gratin. Même table. Même tension déguisée en politesse. Ce soir-là, quelque chose sonnait faux. Maman m'a accueillie à la porte avec un sourire trop large pour être sincère. Tu es si mince, ma chérie. Tu manges suffisamment? Papa ne disait pas grand-chose, juste un hochement de tête et un distrait « Salut, ma grande ». Erin était déjà à table, en train de faire défiler son téléphone, évitant mon regard comme une ado convoquée chez le proviseur. Je connaissais les signes. Quand ma mère devenait mielleuse et que mon père se murait dans le silence, ça voulait dire qu'ils allaient m'annoncer quelque chose qu'ils savaient que je n'aimerais pas. On a traversé la salade. Maman a félicité la météo comme si c'était une performance. Papa a continué de remplir son verre. Et Erin grignotait son assiette comme si la nourriture allait la mordre. Puis maman a posé sa fourchette, croisé les mains sur la table, et m'a lancé ce sourire calculé qu'elle réservait aux demandes enveloppées de culpabilité. Rachel, dit-elle d'une voix trop douce, on en a parlé. Erin traverse une période difficile et, eh bien, elle va venir vivre chez toi quelque temps. Comme ça. Pas de questions. Pas de discussion. Elle l'a dit comme si elle m'offrait des biscuits, comme si j'allais dire oui, évidemment. J'ai senti la pièce s'arrêter. Comme s'ils attendaient que je résiste. Attendaient ma réticence pour pouvoir l'appeler de l'égoïsme. J'ai regardé Erin. Elle a levé les yeux brièvement, puis les a détournés. Mon père s'est raclé la gorge, déjà prêt pour le conflit. À la place, j'ai souri. Bien sûr, ai-je dit légèrement. Si ça peut aider Erin à se remettre sur pied, je ne vois pas pourquoi pas. Le silence qui a suivi a été tranchant. Ma mère a cligné des yeux, prise au dépourvu. Mon père a soufflé comme s'il venait d'éviter une balle. Erin s'est adossée à sa chaise, un petit air satisfait envahissant lentement son visage. Personne n'a remarqué à quel point je suis devenue immobile, après ça. À quel point je suis devenue silencieuse. Ils pensaient que j'avais cédé. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'eux n'avait pensé à demander, c'est que je n'habitais plus dans cet appartement depuis des semaines. Et je n'avais aucune intention de laisser Erin, ni personne d'autre, emménager dans un endroit qui n'existait plus. Je ne me suis pas réveillée un matin en décidant de mentir à ma famille. Ça m'a pris des années. Des années de déception silencieuse. De faveurs chargées de culpabilité et de sacrifices oubliés. De prise de conscience, dans ma famille, survivre venait toujours avec des chaînes. Et être la forte, ça voulait juste dire être la plus pratique à utiliser. Quand j'avais 21 ans, la voiture d'Erin a été saisie. Elle m'a appelée en larmes, disant qu'elle ne pouvait plus se rendre à son nouveau travail, que celui-là, c'était différent. Elle avait juste besoin d'un petit coup de pouce pour commencer. Mon crédit était impeccable. Co-signer semblait un petit geste. Elle a arrêté d'aller à ce travail 3 semaines plus tard.
A raté les paiements. Devinez qui a vu son crédit en pâtir. À 23 ans, maman m'a appelé en pleurs parce que l'hypothèque était en retard. Papa avait été licencié. Aaron était revenu vivre à la maison. J'ai viré $2000 dès le lendemain matin. Personne ne m'a remercié. À Noël, maman m'a tendu une tasse sur laquelle était écrit « Meilleure fille du monde » et j'ai failli éclater de rire. À 25 ans, Aaron a été arrêté pour conduite en état d'ivresse, la première dont on ait eu connaissance, en tout cas. Papa m'a demandé de garder le secret. Il a dit que ça détruirait la réputation de la famille. J'ai payé l'avocat. Aaron n'a jamais prononcé un mot. Un an plus tard, quand elle s'est fait arrêter à nouveau et que j'ai refusé d'aider, maman m'a traité de froide. Tu n'as jamais compris ce que c'est que de s'inquiéter pour quelqu'un qu'on aime, elle a dit. La vie d'Aaron est plus dure que la tienne. C'est là que j'ai compris. Pas que j'ai soupçonné, compris. Il ne me voyait pas. Il voyait une fonction. Un robinet qu'on ouvre quand quelque chose casse. Un portefeuille qui sourit. J'ai commencé à me retirer. Je déclinais poliment, changeais de sujet, disais « je vais y réfléchir » au lieu de « oui ». Ils ont remarqué. Et ils n'ont pas aimé. Un soir, je me suis retrouvée assise seule dans mon appartement, le condo que j'avais acheté sans aide, décoré avec des soldes, payé mois après mois avec des chiffres, des tableurs, et une discrète persévérance. J'ai regardé la porte d'entrée et j'ai compris que je ne m'y sentais plus en sécurité. Parce que ce n'était pas chez moi. Quand il voulait quelque chose, c'était toujours chez nous. Comme mon temps, mon argent, ma patience. Alors j'ai pris une décision. J'ai appelé un agent immobilier. J'ai vendu l'appartement discrètement, légalement, sans tambour ni trompette. J'ai déménagé dans une petite location de l'autre côté de la ville. Personne n'a demandé où. Et je ne l'ai pas dit. J'aurais pu. Mais je ne l'ai pas fait. Pas par cruauté. Pas par vengeance. Par instinct de survie. Parce que parfois, quand on grandit dans une famille qui ne se souvient de vous que pour ce que vous apportez, la chose la plus douce qu'on puisse faire pour soi-même, c'est disparaître juste assez pour respirer. Les textos ont commencé le lundi. On amènera le matelas d'Aaron samedi matin. Franck charge les cartons vendredi soir. Elle est impatiente d'avoir enfin son propre espace. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Il parlait à une version de moi qui n'existait plus. Chaque message partait du principe que j'ouvrirais la porte, que je réorganiserais ma vie, que je porterais le poids sans faire de bruit. Il l'avait déjà fait. Il ne savait juste pas que j'avais arrêté d'écouter. Jeudi, maman m'écrivait tous les jours. Dis-moi si tu veux que je nettoie un peu avant qu'elle arrive. Aaron dit qu'elle ne sera pas un fardeau. Elle apporte sa propre vaisselle. Celle-là m'a fait rire doucement, dans mon café. Elle n'avait pas lavé une assiette dans son propre appartement depuis des années. Mais j'ai laissé les choses se dérouler. Je n'ai pas résisté. Je ne les ai pas corrigées. J'ai attendu. Samedi matin, je suis partie tôt. Un café d'abord. Puis une virée de l'autre côté de la ville, sans destination particulière. Je me suis promenée dans un marché fermier sans rien avoir l'intention d'acheter. Je suis restée au soleil plus longtemps que nécessaire. Mon téléphone a vibré 3 fois dans ma poche avant que je le consulte. Appel manqué. Messages vocaux. J'ai laissé le 4e appel passer. Rachel. C'était maman, mais pas sa voix douce. La voix cassante. Celle qui tremble de panique. Qu'est-ce qui se passe, exigea-t-elle. Il y a un homme ici, il dit qu'il vit dans le condo. Il dit que tu n'y habites plus. J'ai laissé le silence s'installer. Je voulais qu'elle le sente. Ce vide nouveau. Cette certitude disparue. Tu ne nous as rien dit, lâcha-t-elle. Tu n'as pas dit un mot. Non, répondis-je calmement. Je ne l'ai pas fait. Bruit de fond, le froissement de sac, la voix de papa, tendue, basse. Aaron disait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Rachel, siffla maman. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vendu le condo, dis-je simplement. Il y a des semaines. Tu as quoi? J'ai déménagé. Discrètement. Je ne pensais pas que ça comptait. Personne n'a demandé où je vivais, alors je ne l'ai pas dit. Pendant un instant. Rien. Je les ai imaginés sur le perron, les sacs posés au sol, les bras croisés, réalisant qu'ils avaient planifié une invasion et s'étaient trompés de château. Puis la voix de papa, tranchante, tu nous as menti. Tu as dit qu'elle pouvait emménager.
J'ai dit, si ça aide Aaron, je ne vois pas pourquoi pas. Je n'ai jamais dit où. Encore une pause. Une inspiration coupée de maman. Et enfin, Aaron. Donc quoi, on est juste, quoi, censé se débrouiller maintenant? Elle avait l'air jeune en disant ça. Pas en colère, juste perdue. Et pendant une fraction de seconde, j'ai failli répondre. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que voilà ce qu'ils ignoraient. Je n'avais pas changé les serrures par colère. Je n'avais pas vendu le condo pour faire passer un message. Je l'ai fait parce que j'étais fatiguée de vivre dans un endroit qui n'avait jamais vraiment été à moi. Je l'ai fait parce que je méritais d'entrer chez moi sans me préparer à l'impact. Et parce que parfois, la chose la plus douce qu'on puisse faire pour ceux qui refusent de changer, c'est de ne plus leur faire de place. Ils ont cru que ça s'arrêterait là. Ils se sont trompés. Parce que le soir même, ils étaient à ma porte. Je savais qu'ils viendraient. Même en sirotant mon café ce matin-là. Même en laissant leurs messages s'accumuler. Je savais que maman ne lâcherait pas. Elle creuserait, appellerait quelqu'un, ou se pointerait, juste pour prouver qu'elle le pouvait. Que peu importe où j'allais, je restais accessible. Redevable. Au coucher du soleil, on a frappé à la porte, 3 coups secs, précipités. Le genre de coup qu'on entend quand quelqu'un essaie de rester poli, mais ne tient plus. J'ai regardé par le Judas. Carole, Franck, Aaron. Et un coffre plein de cartons garés sur le trottoir comme un jour de déménagement. J'ai entrouvert la porte. Vous m'avez retrouvé, ai-je dit d'un ton plat. Maman avait le teint rouge, le rouge à lèvres effacé, les cheveux repoussés comme si elle avait passé la main dedans trop de fois. On a essayé d'appeler, dit-elle, la voix tendue. On ne pensait pas qu'on te trouverait vraiment ici. C'est mon appartement, ai-je dit. Mais tu as dit, la voix de papa montait, tu as dit qu'elle pouvait emménager. Maintenant on est là avec toutes ces affaires et tu fais comme si on était des étrangers. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai jamais dit qu'elle pouvait emménager ici. J'ai dit, si ça aide Aaron, je ne vois pas pourquoi pas. C'était pour l'ancien appartement, que si tu te souviens bien, je n'habite plus. Aaron fit un pas en avant, les bras croisés. Ses joues étaient rouges, non pas de honte, mais de fureur. C'est mesquin, Rachel. Tu fais toujours comme si tu étais au-dessus de tout le monde. Mais ça? C'est juste cruel. J'inclinai légèrement la tête. Tu as emballé toute ta vie et traversé la ville pour emménager dans un appartement dont tu n'as même pas vérifié l'existence. Ce n'est pas de la cruauté. C'est du culot. La voix d'Aaron se brisa. Je suis ta sœur. Oui, répondis-je, glacial. Et tu as passé des années à confondre ça avec un droit au logement gratuit. Papa s'interposa, la voix chargée d'un avertissement. Ça suffit, Rachel. Nous ne partons pas. On a beaucoup supporté de toi. Tu dois ça à ta sœur. Et voilà. Le mot qui planait toujours sans jamais être prononcé, devoir. Comme si chaque dollar que j'avais payé, chaque heure de travail, chaque nuit blanche passée à résoudre des problèmes que je n'avais pas causés avait été consigné quelque part, dans un contrat silencieux que je n'ai jamais signé. Je reculai. Pris mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Demanda maman, les yeux plissés. Je ne répondis pas. Je composais. 3 sonneries. Puis, 911, quelle est votre urgence? Ma voix resta calme. Oui, j'ai des membres de ma famille devant mon appartement qui refusent de partir. Ils ne sont pas sur le bail. Je ne les ai pas invités. Je souhaite signaler une intrusion. La bouche d'Aaron s'ouvrit de stupeur. Franck jura à voix basse. Maman me regarda comme si je venais de la gifler. Rachel, murmura-t-elle, presque suppliante. Tu appelles la police contre ta propre famille? Je vous ai demandé de partir, dis-je. Vous ne l'avez pas fait. L'opératrice me demanda mon adresse. Je la donnai. La voix d'Aaron tremblait de rage. Tu vas tout gâcher. Tu sais ce que les gens vont penser de toi? Tu sais ce qu'ils vont dire? Oui, répondis-je. Ils diront que j'ai enfin arrêté d'ouvrir la porte. Maman cligna des yeux. Sa voix s'affaissa, plus petite. Tu étais gentille, avant. Je ne bronchais pas. Tu remarquais quand j'allais mal. Le silence qui suivit n'était pas vide, il était dense, chargé de chaque limite ignorée, chaque mot avalé, chaque moment où j'ai dit oui alors que j'avais envie de hurler non. Une voiture de patrouille arriva 10 minutes plus tard. L'agente en sortit, grande, calme, la main proche de sa ceinture mais détendue.
Bonsoir, dit-elle. On nous a signalé une intrusion. Je hochai la tête. C'est moi. Elle regarda mes parents. Aaron. La voiture encore pleine de bagages dans le coffre. Madame, monsieur, je vais devoir vous demander de quitter les lieux. C'est notre fille, dit Franck. C'est une affaire de famille. Et ceci est son domicile, répondit l'agente, auquel vous n'avez pas le droit d'accéder sans autorisation. Aaron semblait prêt à pleurer, ou à lancer quelque chose. Ou les deux. Tu vas le regretter, Rachel. Non, dis-je. J'ai regretté presque tout jusqu'ici. Mais ça? C'est la première chose dont je sois certaine. Le lendemain, je me réveillai avec 12 appels manqués, 5 de maman, 2 de papa, les autres de numéros inconnus. Probablement des cousins, ou des amis de la famille que je n'avais pas vus depuis mon diplôme. Puis vinrent les messages. Comment as-tu pu faire ça à ta propre sœur? Ta mère est anéantie. Aaron dort dans sa voiture, c'est ça que tu voulais? Je ne répondis pas. Je défilai. Et je le trouvai, un post Facebook de ma mère. Public. 3 paragraphes ponctués d'émojis cœur brisé et une photo d'Aaron enfant. Nous avons élevé nos 2 filles pour qu'elles prennent soin l'une de l'autre, mais l'une d'elles a oublié ce que cela signifie. Nous avons le cœur brisé que Rachel, si brillante, si chanceuse, nous tourne le dos dans un moment de besoin. Aaron ne méritait pas ça. Aucun de nous ne le méritait. Des centaines de likes. Des dizaines de commentaires de gens que je n'avais pas vus depuis mes 12 ans, me traitant d'égoïste, de froide, d'arrogante. Ce n'était pas nouveau, juste plus bruyant. Je restai longtemps à fixer l'écran. Puis, pour la première fois de ma vie, je répondis. Un fil. Sobre. Sans fioriture. Sans hashtag. Capture d'écran, le virement de 2000 $ pour couvrir l'hypothèque. Capture d'écran, mon nom sur le prêt automobile d'Aaron, suivi de l'avis de recouvrement. Une photo de la facture de l'avocat pour son arrestation pour conduite en état d'ivresse. Une chronologie de chaque service exceptionnel que j'avais rendu depuis mes 21 ans. Le reçu prouvant la vente du condo. Et enfin, un message que j'avais gardé car on m'avait envoyé 2 ans plus tôt, me traitant de robot ennuyeux parce que je refusais qu'elle squatte chez moi pendant 1 mois. Je conclus par une seule ligne. Je n'ai pas abandonné ma famille. J'ai juste arrêté de m'endetter émotionnellement. J'éteignis mon téléphone après ça, non pas par peur, mais parce que je n'avais pas besoin d'applaudissements. J'avais juste besoin de silence. Et pour une fois, je l'avais. Ce soir-là, l'appartement était calme. Pas de bruit dans le couloir. Pas de téléphone qui vibre. Juste le ronronnement du frigo et, de temps à autre, le craquement des tuyaux dans les murs. Je me fis une tisane. Camomille. Pas pour dormir, je n'en avais plus besoin. Pour le rituel. Une tasse chaude tenue à 2 mains. La vapeur qui montait, comme un pardon que je n'avais pas demandé. Mon téléphone s'alluma une fois, maman. Puis encore, Aaron. Je n'ouvris pas les messages. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais le refrain maintenant. Choc. Colère. Culpabilité. Supplication. Toujours dans cet ordre. Je bloquai les 2 numéros. Pas par cruauté. Pas par orgueil. Mais parce que toutes les portes ne méritent pas d'être frappées éternellement. Je sortis sur le balcon. Il faisait froid mais pas mordant. Un froid qui te rappelle que tu es vivant. En bas, la ville bourdonnait. Les gens bougeaient. Les phares scintillaient. Quelqu'un promenait un chien dans un manteau trop gros pour le printemps. Une voisine, 2 étages plus bas, me fit signe. Je lui répondis. C'était simple, ce petit geste. Mais plus authentique que la plupart des choses que j'avais faites par obligation. À l'intérieur, j'éteignis les lumières une par une. Le salon. La cuisine. Le couloir. Pas de cadre au mur. Pas de photos de famille. Juste du silence. Juste de l'espace. Je ne me sentais pas victorieuse. Ni amère. Ni brisée. Je me sentais simplement débarrassée du rôle. Fini d'expliquer. Fini d'être le masque à oxygène de secours pour des gens qui n'ont jamais appris à respirer seuls. Quelque part, ils étaient sûrement en train de réécrire l'histoire, me peignant en méchante. Ou en insensible. Ou en fille ingrate. Qu'ils le fassent. Je ne suis pas venue ici pour être aimée. Je suis venue ici pour arrêter de faire semblant. Je n'ai pas disparu.
Ils ont juste raconté l'histoire comme si je l'avais fait. Et maintenant, c'est moi qui l'ai écrite.